Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est un jour férié ici au Sénégal puisque c'est la fête de la Tabaski pour les musulmans, qu'on appelle aussi la fête de l'Aïd. À tous les musulmans, je vous souhaite une bonne fête de la Tabaski. Profitez bien, amusez-vous bien, profitez de vos proches et profitez surtout de votre maman. Vous voyez, c'est très calme. Derrière, j'ai le vélo avec lequel je suis arrivé tranquillement, ça fait de l'exercice. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'en ai profité, vu qu'il n'y a personne, pour faire un petit peu cette vidéo sous un angle différent. Le banc habituel sur lequel je suis, il est juste à côté, il n'est pas loin de là. Mais là, vu la tranquillité et la sérénité qui se dégage, j'en profiterai donc pour faire cette vidéo. Mon bureau, il est tout au fond là-bas, hein, on arrive à le voir un petit peu. Voilà, et pour venir, il n'y avait quasiment pas de voiture sur la route. Voilà, dans cette vidéo, je vous parlerai des problèmes de santé, c'est-à-dire quand on est confronté à un problème de santé ici au Sénégal, comment ça se pose, parce qu'on m'a souvent posé la question. Et comme je dirais que le sujet s'est imposé de lui-même pour moi, me concernant ces derniers jours, je vous parlerai de ça. Et le thème que je voulais aborder auparavant, c'est-à-dire la fin de la saison, ma venue prochaine pour 3 semaines en France, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve sur ce tout de suite après l'introduction et on aborde ce problème de santé et que faire quand on est face à ce problème-là ou qu'on a des problèmes de santé graves ici au Sénégal. Sur ce, à tout de suite. Merci. Alors, me voilà pour la suite de la vidéo. Il y a un peu de vent, j'espère qu'au niveau du son, ça ira, ça rendra bien. Voilà, une dernière chose par rapport à la Tabaski, j'ai une pensée toute particulière pour mon fils Tidiane, puisqu'il fait la Tabaski avec sa famille sénégalaise à Dakar, du côté de Yoff. Voilà, j'ai une pensée pour lui et je sais qu'il m'appellera dans la journée pour m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé et comment ça s'est déroulé. Alors, attendez, je suis un peu essoufflé, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Voilà, que voulais-je dire? Dans cette vidéo, en fait, souvent, on me posait la question, on me disait, Franz, c'est bien de vivre au Sénégal, mais comment ça se fait? Est-ce que tu as une couverture maladie, la retraite? Mais quand tu es malade, comment tu fais? Alors souvent, je répondais, il y avait même des commentaires, des fois, que je pouvais voir sur certaines vidéos, en fait, puisqu'il y en a qui me disaient, oui, c'est facile de parler quand tu as la bonne santé, mais le jour où tu as un problème de santé, tu seras le premier à rentrer en France et à te faire soigner, etc. Alors ça, c'est ultra minoritaire hein, comme message que j'ai reçu, parce que j'avais déjà parlé des fois des problèmes de santé, ou parce que j'étais tombé malade, ou parce que à l'époque du Covid, etc. Ce thème avait déjà été abordé. Mais voilà, et des fois je voyais ce type de commentaires. Alors je ne rentrais pas dans le débat parce que je ne m'amuse pas à répondre à titre... il m'est difficile de répondre individuellement par rapport au nombre de messages, il y en a tellement que je laissais ça en suspens et je me disais que dans ma tête, qu'à l'occasion, dans une des prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de préciser un petit peu. Mon optique, en vivant au Sénégal à temps plein depuis de nombreuses années, c'est certainement pas de dire c'est bien ici, la vie est belle, etc. Et puis d'un autre côté, si j'ai le moindre problème de santé ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? Je prends un billet d'avion et je rentre vite en France pour me faire soigner. Ça n'a jamais été mon optique et ça n'a jamais fait partie de ma stratégie. Deuxièmement, je me vois mal venir en France, solliciter un médecin ou un service même d'urgence en n'ayant même pas la moindre carte vitale ou le moindre numéro de sécurité sociale. Puisque je rappelle que quand vous êtes officiellement français de l'étranger, donc immigré dans un pays tiers, normalement vous n'avez plus de lien sur le plan de la sécurité sociale avec la France. Les seuls liens qui peuvent rester, c'est pour les retraités, puisque eux, ils ont cotisé toute leur vie et ils ont ce droit-là, ou alors les semi-résidents. Mais les gens, les immigrés à temps plein qui vivent dans un pays tiers, je sais que je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux comme ça, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Donc ça n'a jamais été mon optique. Même des fois on me dit tu peux te faire,
rapatrié sanitaire. C'est même pas pensable parce que j'ai pas la moindre assurance dans cette optique-là et je n'en veux pas. Je pars du principe que si je tombe malade, je me ferai soigner ici au Sénégal. Alors il y a quelques temps en fait de ça, Alban est venu me voir visite. Donc Alban, je le salue puisqu'il a l'occasion et il regarde régulièrement les vidéos. Et à chaque fois, il a pris l'habitude de venir me voir avec sa femme, donc ils me voient tous les deux. Et là, il était revenu, puisqu'il est en train de faire un regroupement familial pour son épouse. Il vit du côté de Marseille, donc je le salue, je te salue, Alban. Et il me posait la question, il me dit, mais Franz, moi, ce qui m'inquiéterait si j'étais à ta place, si je vivais ici, c'est les problèmes de santé. Effectivement, je l'ai toujours dit, la santé et l'éducation pour les enfants, c'est des domaines qui sont très coûteux ici, chers. Donc vous pouvez prendre une assurance privée. Pour les Français, vous avez la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, mais elle est chère, elle est onéreuse, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses et beaucoup de Français ne cotisent pas à cette Caisse des Français de l'étranger. Vous avez après des assurances privées. J'avais essayé de me renseigner pour essayer de voir si je pouvais cotiser à une assurance privée peut-être locale ou régionale, mais en fait je me suis rendu compte que c'était c'était cher également. Et puis, je me posais vraiment de la question de la pertinence. Est-ce qu'en fonction de mes moyens qui peuvent être irréguliers, est-ce qu'il y a le vent qui pousse les coussins, excusez-moi, en fonction de mes relevés qui peuvent être irréguliers, est-ce que je peux m'engager dans ce type de versement mensuel pour une couverture maladie? Donc voilà, donc je lui expliquais qu'effectivement c'était un problème pour moi important, que je n'ai jamais négligé. Je lui expliquais aussi deuxièmement que j'ai 52 ans, que quand on est à 30 ans, le problème se pose moins, mais qu'à 50 ans, on commence à se poser sérieusement la question de la santé. D'autant plus que moi-même, je voyais une différence, plus de fatigue, plus de... certains jours, je me sentais fatigué. Et ces derniers jours-là, je dois dire que j'étais vraiment fatigué. Même Tidiane me posait la question, des fois, elle me disait « Mais papa... ça va, tu vas bien, t'es dépressif ou quoi ?» Il me taquinait. J'ai dit non, je ne suis pas dépressif, mais je me sens fatigué en fait. C'est comme si c'était une accumulation de fatigue qui m'était tombée dessus. Je rappelle que je suis au Sénégal en fait sans être rentré en France depuis 8 ans. Bien que je vive au Sénégal depuis bien plus longtemps que ça, mais la dernière fois que je suis venu en France, c'était il y a 8 ans pour le décès de ma maman. Ma maman est partie en 2016. Et donc, la dernière fois que je suis venu en France, c'était en 2016, parce que j'avais juste eu le temps de lui dire au revoir avant qu'elle ne quitte cette terre. Donc, et depuis, vous voyez, il m'a fallu 8 ans pour digérer ce deuil, et puis pour me sentir capable maintenant, comme là au mois de juillet, de venir en France pendant 3 semaines, en sachant que je n'ai plus d'adresse officielle là-bas, et que quand j'avais l'habitude de venir, j'allais vivre chez ma maman durant les 3 semaines ou le mois, enfin durant mon séjour. Là, elle ne sera plus là pour m'accueillir, donc il m'a fallu énormément de temps pour digérer sa disparition. Je n'ai pris aucun traitement, aucun antidépresseur, rien. Je voulais vraiment gérer ce deuil de la manière la plus saine et la plus simple, c'est-à-dire par moi-même, par du travail sur moi, l'acceptation, mais sans passer par, je dirais, une solution médicamenteuse. Donc voilà, donc ça m'a pris 8 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en même temps que j'ai perdu ma maman en 2016, c'est là que je m'étais lancé dans mes activités d'immobilier, mais en mon nom propre, en tant que patron. Donc j'ai vraiment démarré mes activités professionnelles au pire moment, c'est-à-dire au moment où je venais de perdre ma maman. Et ça a été très compliqué parce que j'avais du mal à assurer les deux. Il m'est arrivé, je ne vous le cache pas, de pleurer en clientèle. Et les gens ne s'y attendaient pas, mais quand je leur expliquais, ils comprenaient mieux. Mais voilà, et ça, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier ça. Et en fait, depuis 8 ans, je me suis pleinement investi dans mon travail. La chaîne YouTube, mon travail, le groupe Facebook que j'avais mis en place pour partager de l'information. Je vous rappelle aussi qu'après le Covid, je me suis même lancé dans la politique pour essayer, j'ai monté une liste en étant tête de liste, force citoyenne, pour essayer de faire bouger les rapports entre les Français qui vivent ici et peut-être avoir un dialogue plus constructif avec les Sénégalais, et puis surtout pour apporter plus de soutien, d'information à la communauté française. Donc vous voyez, depuis 8 ans, je n'ai pas arrêté. Et donc quand j'étais fatigué ces derniers jours, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait, c'est que comme je sais que je vais bientôt partir en France, mon corps
me rappelle un petit peu toutes ces années de travail intensif et d'immersion, enfin voilà. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long là-dessus, mais c'est vraiment la parenthèse pour vous remettre dans le contexte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, là, depuis un mois et demi, j'avais attrapé une espèce d'abcès au poignet, un abcès, c'est-à-dire une boule. Et en fait, je l'avais attrapé, vous voyez, enfin maintenant, j'ai plus que le pansement, mais j'avais attrapé une boule au poignet. Et en fait, c'était suite au fait qu'on m'avait offert un petit bracelet africain. Vous savez, les petits bracelets africains qu'on voit sur les bords de plage. Et donc, on m'avait offert ça. Donc, je l'avais accepté. D'ailleurs, c'était une amie qui me l'avait offert. Et je l'avais gardé un certain temps. Puis, avec la transpiration, etc., je l'avais enlevé parce que des fois, ça me gênait. Et il s'est avéré que ce petit abcès, ce kyste, est apparu quelques temps après. Donc, inconsciemment, j'ai toujours fait le rapprochement entre le kyste et le bracelet. Et puis bon, ce kyste qui grossissait devenait inesthétique. Et je me disais, je me voyais mal aller en France au mois de juillet avec une espèce de boule au poignet. Et puis si on me demande qu'est-ce que c'est, je leur dis j'ai attrapé ça au Sénégal, en Afrique. Ils vont me regarder et ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a? Il est contaminé, il a un virus, etc. Et donc j'ai décidé d'aller voir un médecin vers mon bureau et puis pour essayer de voir ce qu'il en était. Je suis allé voir ce médecin vers mon bureau pour ce kyste. Et l'infirmière m'a dit je vais vous prendre votre tension pour voilà. Je me suis dit oui, bien que dans ma tête je ne voyais pas trop l'utilité. Je venais pour le kyste et je ne voyais pas trop l'intérêt de prendre ma tension. Et là elle me mesure la tension, elle me dit mais là il y a un problème. Là, j'ai dit ah bon. Elle me dit vous êtes à 18. J'ai dit ah bon. Elle me dit vous êtes stressé. Je dis je suis surtout fatigué. Là, je viens d'arriver en moto, peut-être que c'est le stress, parce qu'en moto, il faut être hyper vigilant. Je me suis dit, c'est peut-être le stress. Elle me dit, écoutez, on va essayer de prendre la tension de l'autre bras. Et ça n'a rien changé du tout, j'étais toujours à 18. Donc je me retrouve avec une tension de 18. Le médecin pour le kyste me dit, vous allez faire une échographie, et puis vous verrez, on verra après ce qu'il en est. Je fais une échographie, un bourre, on voit une masse, mais on n'arrive pas à définir ce que c'est. Je retourne voir le médecin, il me dit écoutez, il faudrait voir peut-être un dermatologue, il vous l'enlèvera, puis il fera une analyse. Dans ma tête, je m'inquiétais parce que je me suis dit quand même une analyse, j'espère qu'il n'y a rien de grave là-dedans, etc. Et puis voilà, et puis je continue mon travail, etc. Et puis ce qui se passe, c'est que j'ai un ami, Pierre-Louis, qui vit ici depuis de nombreuses années, qui est retraité, et que comme il avait fait un infarctus à 40 ans ou 45 ans, il a toujours un appareil de tensiomètre. Et donc, il décide de prendre ma tension. Et je me rends compte, en fait, que j'étais, je crois, à 17,5. Donc, depuis la dernière fois, je n'avais pas changé. J'oscillais entre 18 et 17,5 de tension. Donc là, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit quand même 2 fois. Même lui, il m'a dit, mais c'est pas normal, c'est élevé. Et tu as un battement du cœur qui est à 100. Enfin, ça fait beaucoup. Il me dit, voilà, tu devrais faire gaffe. Donc j'ai décidé d'aller à Urgence 24, qui est un centre médical centralisé sur Sally, que je les connais bien. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos. Je suis allé voir donc là-bas le docteur que je connais bien, le docteur Lamine. Et en fait, il m'a fait une tension. Et là, j'étais, je crois, à 23,5. Donc il m'a annoncé en fait que je faisais de l'hypertension, que c'était dangereux, que je ne pouvais pas rester dans cet état-là. Je lui ai fait voir aussi le bouton, puisque le bouton était devenu presque accessoire, secondaire. Et donc, en fait, ce qui se passe, tout ça pour vous dire que dorénavant, maintenant, je suis suivi par un traitement à vie pour de l'hypertension, que j'ai commencé il y a 4-5 jours de ça. Quant au bouton, donc j'en ai profité aussi pour le faire enlever. Et il s'est avéré, en fait, donc une petite intervention chirurgicale. Il s'est avéré, en fait, que c'était du sébum qui était bloqué, qui ne pouvait plus traverser le port de la peau, les pores de la peau, et donc il était bloqué sous l'épiderme, et que en fait ça n'aurait fait que s'accentuer, grossir. Donc quand il l'a extrait avec une anesthésie locale, donc j'ai pu suivre le déroulement de l'opération, l'intervention, et il m'a dit oh c'est même pas la peine de faire analyser, c'est du sébum. Donc pour ça m'a rassuré. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis bien. J'ai de l'hypertension, donc je prends un traitement à vie. Donc en fait, avant d'aller en France, j'avais prévu d'aller chez le dentiste. Voilà, j'avais prévu 2-3 trucs en me disant comme ça j'arrive en France, je suis clean et j'ai besoin de solliciter aucun service médical en France, etc. Donc là, il était prévu aussi que je refasse des lunettes de vue. Donc je suis allé voir
un ophtalmologue, etc. ici, et mes lunettes sont en préparation, je devrais les recevoir sous peu. Donc je me suis retrouvé là depuis 15 jours donc, avec une nouvelle paire de lunettes qui est en cours, l'ablation d'un kyste rempli de sébum et surtout un traitement contre l'hypertension. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est ça en fait, c'est que si vous venez vivre ici, que vous soyez d'origine européenne avec aucune relation, je dirais, aucune origine africaine, ou que vous soyez français ou européen d'origine africaine ou d'origine sénégalaise, les problèmes de santé se posent. Et il faut savoir qu'ici, la santé, c'est très cher. Que l'éducation et la santé sont vraiment les deux, je dirais, les deux matières hyper importantes dans votre budget, donc il faudra tenir compte. Donc simplement pour vous dire que moi, comment je fonctionne, depuis de nombreuses années, je vous l'avais dit, je me suis constitué une espèce d'épargne santé, d'épargne de santé. C'est là-dedans que j'ai pu puiser donc pour justement faire tous ces soins. Et quand j'additionne tous les soins, je l'ai fait hier, quand j'additionne les soins pour le cœur, puisqu'on m'a fait aussi un électrocardiogramme, les soins, le traitement, l'abcès, les lunettes, je suis quasiment à pratiquement 600 000 francs CFA, c'est-à-dire quasiment 900 euros. 900 euros qui ne seront pas remboursés. 900 euros que j'ai puisé dans ma réserve. Donc vous constituez, si vous n'avez pas d'assurance maladie, constituez-vous une cagnotte, une épargne de santé. C'est indispensable. Et moi, la question que je me pose à chaque fois, comme là, quand j'ai pu me faire soigner, c'est, puisque je suis dans la situation des Sénégalais, je rappelle que des millions de Sénégalais qui vivent ici n'ont pas de couverture maladie. Nous sommes dans un système ultra-libéral où nous ne devons compter que sur nous-mêmes. C'est pour ça que c'est lourd, nerveusement, mentalement, ça demande beaucoup d'autodiscipline. Et je me dis, mais comment ils font? Comment ils doivent faire, en sachant que je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont du diabète, beaucoup de gens qui ont de l'hypertension. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire, je suis reconnaissant, parce que j'ai cette chance d'avoir pu, au fil des années, par mon travail, me constituer une petite cagnotte d'épargne de santé. Alors vous me direz, France, mais le montant de cette cagnotte, je dirais qu'au bas mot, il faut que vous ayez au minimum entre 1,5 et 2 millions sur cette épargne-là. Vous mettez ça sur une épargne où il y a une petite rentabilité et un petit taux d'intérêt. Et cette cagnotte, vous n'y touchez pas. Vous la gardez spécifiquement et exclusivement pour la santé. Pour la retraite, j'ai fait une autre cagnotte totalement différente, une autre épargne, où là, c'est par rapport à mes vieux jours, quand je ne serai plus en mesure de pouvoir travailler et que je devrais compter que sur moi-même. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je rappelle aussi, même si vous pensez ne pas avoir de problème d'hypertension, contrôlez régulièrement votre tension. Vous voyez, moi, c'est quelque part, je me dis, c'est cet abcès qui m'a sauvé la vie. Sans cet abcès au poignet, je n'aurais jamais été consulté et je n'aurais jamais pensé à prendre ma tension. Et je crois, maintenant, il y a un mois en arrière, je ne vous aurais parlé de la tension, je ne saurais pas grand-chose. Depuis, je me suis renseigné. L'hypertension, on appelle ça le tueur silencieux. C'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'il ne prévient pas et vous n'avez pas forcément des signes d'alerte. Vous pouvez vivre normalement, vous pouvez simplement ressentir de la fatigue. Moi, je ressentais de la fatigue et je mettais ça sur le compte du stress. Et voilà, et je n'aurais pas pensé que j'avais un problème au niveau du cœur et de la tension. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo par rapport à tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien sûr, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais voilà, je voulais vous sensibiliser là-dessus. Alors donc, je vais réorganiser de manière radicale mon mode de vie. Voilà, je finirai sur ces paroles. Je fais de l'hypertension alors que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. J'ai quand même une hygiène de vie saine. Je ne suis pas de corpulence obèse, je suis svelte, mais je pense que le stress y est pour beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres agents immobiliers de la vieille école qui sont comme moi, qui ressentent de la fatigue. Il y en a même une d'agence immobilière qui a fermé là il y a quelques temps sur Sali et qui était l'une des plus anciennes. Voilà, parce que notre travail n'est pas simple. Que ce soit dans l'immobilier mais dans autres, vous ne devez compter que sur vous-même. Il n'y a pas de congé maladie, il n'y a pas d'arrêt en cas d'accident du travail. Et c'est lourd à porter. Et je pense que moi-même,
j'en paye un petit peu les conséquences. Voilà, depuis 8 ans, je n'ai pas arrêté. Je me suis pleinement investi dans mon travail. J'ai essayé de faire le maximum pour la communauté française. Et je pense que là, aujourd'hui, j'en paye un petit peu le prix. Alors c'est sans regret, parce que ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec plaisir, avec implication vraiment sincère. Mais dorénavant, je vais, je dirais, lever le pied. Donc le vélo, voilà pourquoi je le mets en valeur derrière, parce que pour moi, c'est mon médicament. Donc si vous me voyez circuler en vélo, n'en soyez pas surpris. Le vélo, la marche. Quant à mon travail, je continuerai les locations, mais avec quelques produits qui se comptent sur les doigts d'une main. La vente de maison, c'est pareil. Je sélectionnerai 4 ou 5 produits que je mettrai en vente et sur lesquels je me focaliserai, que je maîtriserai. Et puis je ferai aussi peut-être du conseil ou de l'accompagnement, mais je vais y aller doucement et tranquillement. Voilà. Il y va de ma vie parce que si je fais une crise cardiaque ici, il n'est pas envisagé ou envisageable d'être rapatrié sanitaire. Donc je dirais que voilà, si je fais une crise cardiaque, j'y passerai. Et mon cheminement sur Terre s'arrêtera là. Donc j'ai le devoir moral de me préserver. Je pense à mon fils, je n'ai pas fini de son éducation, etc. Donc simplement, je révolutionne un peu ma vie. Et vous, de votre côté, je vous invite donc à faire attention à votre santé, c'est primordial. Régulièrement, vérifiez votre tension, faites du sport, faites du vélo, ayez des activités. Alors là, dans ma discipline de vie, maintenant je m'interdis la charcuterie, le sel, le sucre, je fais hyper attention, les glaces, etc. Tout ça, je vais bannir. Alors je rentre encore à un degré supérieur d'hygiène de vie. Décidément, je me dis qu'à un stade, je serai presque apte à rentrer dans un monastère, tellement mon mode de vie sera vraiment hyper discipliné. Mais voilà, je vais monter à un degré supérieur encore dans mon hygiène de vie. Faire attention parce qu'il y va de mon avenir ici au Sénégal. Dernière chose aussi, et ça c'est marrant, j'ai constaté ça. Vous savez, le Sénégal, c'est beaucoup un pays de paraître, de présentation. Dans une vidéo, j'avais dit un peu les Sénégalais, c'est les Italiens de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, voilà, les femmes sont très élégantes, les hommes généralement bien habillés, etc. Et quand vous faites du vélo, alors je sais qu'en faisant du vélo, mon prestige baisse parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que c'est que cet agent immobilier qui circule en vélo, etc. Ici, simplicité, on a du mal à percevoir le sens. Simplicité, minimalisme, voilà, c'est des valeurs comme la solitude, c'est des valeurs qui ont peu d'écho dans la culture africaine. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont se dire, il s'appauvrit, ou alors, bien qu'il n'y ait aucune honte à être pauvre, je le dis bien de manière formelle, il n'y a aucune honte à être pauvre, mais beaucoup de gens ici confondent les deux, simplicité, pauvreté. Je me souviens même d'un Sénégalais, une fois, qui m'avait dit ça m'avait fait mal pour lui et ça m'avait interpellé. J'espère que depuis, la mentalité a quand même changé. Il avait vu mon vélo, c'était un autre vélo, et il m'avait dit « Franz, t'as un chouette vélo ?» Je dis « merci ». Il me dit « Tu sais, j'aimerais bien faire du vélo ici. Ça m'éviterait de prendre les taxis collectifs, ça me ferait des économies, ça ferait du bien pour ma santé. » Mais il me dit « Si je circule en vélo, on va se moquer de moi, ou dans ma famille, on va me déconsidérer parce que ça fait pas bien de circuler en vélo. Ça fait... Voilà, donc j'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà, et je le dis bien, simplicité, il n'y a pas de honte, bien au contraire, à avoir à mener une vie simple. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer ici. Voilà, je ne généralise pas, je dis simplement les choses auxquelles j'ai été confronté et ce que je peux ressentir, moi, dans mon être, en vivant ici à temps plein. Je ne veux pas faire plus long, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez, et surtout, préservez votre santé. Dernière chose, tout à l'heure je vous parlais de vos mamans. Vous voyez, moi le deuil m'a coûté 8 ans de travail intensif. Là, je me sens prêt à rentrer à Lyon, retourner dans les endroits qu'elle aimait, qu'elle affectionnait. Certainement, je vous ferai une vidéo là-bas, une vidéo pour vous relater un petit peu mon ressenti sur Lyon, la France. Mais voilà, si vous avez la chance d'avoir votre maman, profitez de chaque instant, parlez avec elle. Si vous avez des choses sur le cœur, parlez-lui-en, c'est le moment. Et voilà, profitez-en parce que le jour où vous n'avez plus de maman, c'est un tsunami qui vous tombe sur la figure. C'est quelque chose auquel je n'étais pas prêt. Et vous voyez, il m'a fallu 8 ans pour digérer son absence. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et voyez, c'est toujours aussi calme. Bon, voilà, je vois, on est à plus de 22 minutes de vidéo.
je vais m'arrêter là. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Prenez soin de vous. Et bonne fête de la Tabaski pour les musulmans. Merci.